question d'un auditeur. Arnaud Clément, il est On passé fait là un ou petit pas jeu sur Facebook. À Roland là. Non, c'est encore en cours, je suis parti de chez moi. ça qui est trop. Il était dans la merde, il a réussi à gagner. Quel match de Mahu hier quand même contre Rodrigue. Ouais, je l'ai pas vu. C'est de la faire. J'ai regardé la F1, oh là là, je me suis vraiment trop fait chier devant un Grand Prix de... Monaco, tu Oh, te fais chier oh, Monaco. oh, Attends. oh, oh, les gars, un dépassement pendant tout le truc, et encore ils ont Faut pas fait s'annuler, faut parce être qu'il a faut être sur le yacht. hein. Bien gros Jean. J'aime bien gros le genre, moi. Il a pas de chance. Franchement, c'est un bon. Hein. C'est le futur Jean Alési, c'est pas possible. Et Jean Non, il a Alési, fait Il connaît si rien en F1, donc arrêtez de balancer des trucs. et les gars, Alési, parce que- Indianapolis. Non, c'est un bon J'ai pilote. arrêté parce qu'il était trop Il est là depuis lent. demain, on verra dans 2-3 ans. Non, puis surtout, il a pas eu de bol. Parce qu'il a eu 3 accrochages sur les 3 accrochages. Qu'est-ce qu'elle Il en en a 2, pense c'est pas Marie ça. quoi. Qu'est-ce qu'elle en pense Marie Allez, on y va. Dans 30 secondes. Non, non, mais il a pas eu de bol, sans déconner. Tu me demandais qui tout à l'heure, toi? On y va, Fred. Je mets les micros. Une seule adresse, le www.lgk.com. L'équipe du lundi sur Radio G. Radio G, numéro 1 sur le sport. Numéro 1 sur... Bonsoir à tous, bienvenue dans votre magazine L'équipe du lundi 28 mai. Vous êtes en direct sur Radio G, 101.5 FM comme chaque lundi, 19h, 20h et même ce lundi de Pentecôte, lundi férié. Nous sommes là, présents au rendez-vous pour cette avant-dernière émission de l'année où nous recevons Stéphane Moulin, le coach d'Angesco. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Bienvenue dans le magazine L'équipe du lundi pour dresser le bilan de la saison et merci également d'être présent en temps de vacances. Salut Yann, alias Marco Simonet. Salut Yann. Bonsoir Flo, bonsoir Stéphane. Salut Nico. Bonsoir Flo, bonsoir à tous. Et salut Fred. Salut Flo, bonsoir à tout le monde. Et bienvenue Romain. Bonsoir Flo, bonsoir à tous. Bienvenue dans le magazine L'équipe de l'année. Ce soir, nous avons donc Stéphane Moulin pour dresser le bilan de la saison. Il y a beaucoup de choses à raconter. On va parler de la 11e place, de cette 13e défense, de cette 9e attaque. On parlera de la saison en détail, des tournants de la saison lors de la saison hivernale. On parlera également des tops, des flops. On essaiera un petit peu d'en connaître un peu plus. Et on parlera également de Stéphane Moulin, de cette première carrière en professionnel, cette première expérience au grand jour en Ligue 2. Il est 19h03 et vous êtes dans l'équipe du lundi pour cette avant-dernière émission de l'année. Et ce soir, nous recevons donc Stéphane Moulin. L'équipe du lundi, votre programme du sport sur les 100.5 FM de Radio G. Tous les lundis soirs, de 19h à 20h. Yann, c'est plutôt l'heure du bilan de la saison. Nous avons donc Stéphane Moulin et on va revenir avec Stéphane, Yann, sur cette 11e place. Déjà, messieurs, cette 11e place, avant de poser la question à Stéphane Moulin, quel bilan dressez-vous, vous messieurs, sur cette 11e place? Ça aurait pu être plus compliqué cette fin de saison, mais les Angevins l'ont très très bien géré. Le SCO s'est sauvé et a fini à une 11e honorable place, je dirais. Avec tout ce qui s'est passé cette année, encore une fois. Ouais, je crois que ce qui compte en fin de saison, c'est évidemment le classement. Je pense que Stéphane Moulin sera d'accord avec moi. Aujourd'hui, le SCO termine cet exercice 2011-2012 avec 51 points. C'est honorable, hein, même nombre de points que le FC Nantes, qui était quand même candidat à la montée, qui pouvait toujours y croire à 5 journées de la fin. Donc je pense que le SCO a fait une saison moyenne. Je pense qu'on peut conclure ça comme ça. Il y a eu une mauvaise passe effectivement juste à la sortie de l'hiver, là, juste après ce match contre Monaco en Coupe de France. Période délicate qu'a su quand même gérer Stéphane Moulin et Serge le disait d'ailleurs. Il y a eu ce match, que tu t'en parlais tout à l'heure, Florian, il y a eu 2 tournants de la saison. Il y a eu d'abord Nantes, puis il y a eu Amiens, où les joueurs et les cadres ont su se parler. Et puis la machine est repartie, comme on dit. Stéphane, le regard du spécialiste, du technicien, cette 11e place, comment vous la jugez? Convenable. Convenable, je l'ai dit, on ne peut pas dire satisfaisant parce que satisfaisant ça voudrait dire finir dans les 6-7 premiers, dans le premier tiers.
Mais compte tenu de tout ce qu'on a vécu depuis notre départ en stage au mois de juin l'année dernière, il faut quand même pas l'oublier, et tout ce qu'on a pu subir comme aléa, je trouve que le résultat, malgré tout, est honorable. Voilà. Parce qu'on va rappeler aux auditeurs, hein, avec toi Romain, ce qui s'est passé cette année, comme tous les étés. Alors on espère que cet été qui arrive, là on en joue depuis quelques jours, va bien se passer. Parce que l'année dernière, la décision était irrévocable, le SCO était interdit de recrutement. Et ça, pour Stéphane Moulin, c'est compliqué. Parce que lorsque vous signez entraîneur, le recrutement, il y avait peut-être quelques espoirs et quelques dossiers à régler jusqu'au 31 août. Et là, on me dit, le 15 juillet, tu pourras pas recruter. Surtout avant ça, on est en stage, on démarre et on apprend qu'on est rétrogradé en national avant d'être interdit de recruter. Donc bon, déjà pour une équipe technique qui arrive, et un jeune coach comme moi qui démarre, c'est pas l'idéal, mais c'est surtout, et c'est le plus important, les joueurs. Il faut savoir leur dire que bon, c'est que provisoire, mais personne n'a la décision finale et on sait très bien que l'instance de la DNCG est sans aucune pitié. Romain, Angesco n'est pas un long fleuve tranquille. Non, jamais. Mais le SCO finalement a-t-il été vraiment pénalisé par le fait de ne pas pouvoir recruter? Parce que finalement vous faites une bonne première partie de saison. Oui, mais bon, on est reparti avec les joueurs qui avaient, je l'ai toujours dit, un groupe de qualité, mais on n'a pas pu amener le petit plus qu'on espérait dans certaines lignes, hein, notamment tout le monde était conscient et d'accord pour dire qu'il nous manquait des joueurs avec un peu de percussion, un peu de vitesse. Il ne faut pas oublier que de ce groupe-là sont partis quand même Henri Cévé, qui était arrivé à la trêve l'an dernier et qui a été l'un des détonateurs de cette belle deuxième partie de saison. On a perdu aussi Sébastien Renoir, qui était sur l'autre côté, donc pratiquement les deux dynamiteurs du secteur offensif sur les côtés n'étaient plus là. Et donc on a réussi malgré tout à comment dirais-je, peut-être que je devance une question, mais à faire de Diego Gomez un titulaire indiscutable alors qu'il jouait très peu l'an passé. D'un côté, mais d'un autre avec un Charles Diers qui était un peu en dedans. On a su que tu lui as laissé la phase aller, qu'il y a eu une grosse discussion après Noël. Quel regard portes-tu sur la saison très mitigée de Charles Diers? Charles, on connaît ses qualités. C'est un joueur qui a besoin d'avoir des statistiques pour être performant. Ça veut dire que c'est pas un joueur qui va bien faire jouer l'équipe. C'est un joueur qui va être là au moment où il faut pour faire marquer un but, pour en marquer un, ce qu'il a très bien fait en fin de saison d'ailleurs. C'est un bon soldat de l'ombre, on voilà, voit pas trop son travail. C'est un garçon qui est généreux dans l'effort, qui travaille pour le collectif, donc un état d'esprit irréprochable. Mais quand les stats sont pas là, le bilan reste mitigé et c'est ce qui s'est passé un peu pour cette première période où il a eu des occasions, il a eu des opportunités, mais il n'a pas marqué. Ce qu'il a su faire en fin de saison et ce qui nous a bien servi d'ailleurs. Fred, ton jugement sur Charles Diers un petit peu, c'est vrai que ses qualités, il y a un manque de percussion, mais il sait faire jouer l'équipe et surtout être collectif avec ses partenaires. Bah, tout a été dit, tout a été résumé. Juste, oui, on sait que c'est pas une flèche au niveau vitesse, donc il joue avec ses qualités. Et c'est vrai qu'il fait un gros travail défensif. Et voilà, il joue avec ses qualités et c'est un travailleur de l'ombre, comme tu le disais. Donc voilà, après on peut pas lui demander qu'il parte sur son aile, qu'il dribble 3-4 joueurs avec sa vitesse et qu'il centre. Voilà, c'est pas le même jeu que peut l'être Diego Gomez sur un autre côté, voilà, c'est tout. Alors le SCO, Nico finit 11e avec une 13e défense et une 9e attaque. Le sentiment de Nico surtout sur cette 13e attaque et 9e défense. Parce que 13e défense et 9e attaque, quand Stéphane Moulin est arrivé, sa philosophie de jeu c'était de faire jouer l'équipe un peu plus haut. Et pourtant, je pense que la première partie de saison a été bien meilleure justement en défense, parce que c'est vrai que la défense a vraiment flanché, on va dire, à partir du mois de janvier. Et c'est vrai que pour revenir sur le point qu'avançait tout à l'heure Romain, je pense que c'est là qu'il y a eu le problème du non-recrutement. C'est qu'on a vu que certains joueurs avaient beaucoup trop tiré sur la corde, et je pense évidemment à Jérémy Hénin. Et je pense que la blessure de Jérémy Hénin au mois de janvier a vraiment fragilisé l'équipe, notamment en défense, où je rappelle quand même que sur le mois de janvier, février, mars et avril, ils ont encaissé le SCO autant de buts que sur les 19 premiers matchs en seulement 10 matchs, quoi. Donc c'était incroyable. Donc le stage se termine, le début de saison arrive, et là Stéphane Moulin annonce un petit peu qu'il va faire jouer l'équipe beaucoup plus haut. Moi ça m'a pas surpris parce que je connais ton travail, notamment avec la réserve, où ta philosophie de jeu est vraiment portée vers un football offensif, et ça a tranché avec le passé, avec un Jean-Louis Garcia qui, s'il m'entendait, ne serait pas d'accord avec moi comme souvent, mais qui ne jouait pour ne pas perdre.
Oui, mais je crois qu'on on se refait pas. Je crois qu'il faut aller au bout de ses idées. Les miennes sont plutôt un jeu basé sur la possession du ballon, la volonté d'aller marquer des buts, de créer du danger, en tout cas de marquer un but de plus que l'adversaire. Alors là où on a du travail à faire, effectivement, c'est on doit pouvoir réaliser ça d'une meilleure façon qu'on l'a fait, mais surtout on doit garder un certain équilibre, ce qui n'a pas toujours été le cas. Et on a été, je trouve, notamment au début de saison, perturbé par des soucis de fautes individuelles. Beaucoup d'erreurs individuelles commises qui nous ont plombé. Sur le système défensif non, pas forcément. J'ai pas eu la sensation que c'est du fait qu'on a joué plus haut qu'on était en difficulté. J'ai l'exemple du match à Boulogne, on mène 3-1 à 10 minutes de la fin, dans un match qu'on maîtrise parfaitement. Et il faut 2 erreurs, 2 grossières erreurs individuelles pour qu'on lâche les 2 points de la victoire. Et ça s'est répété un peu trop souvent à mon goût cette saison. En attaque aussi, il y a eu des erreurs individuelles. Est-ce qu'il y a eu des occasions où vous vous êtes dit quand même des fois, parce que je pense au match au Havre où vous tirez un nombre de fois incalculable, 37 fois au but je crois, c'est un des premiers matchs. Là on parle final, de la vous phase perdez. d'aller. Oui, et justement, et vous perdez ce match-là alors qu'en ayant autant d'occasions. Il y a peut-être aussi un manque de réalisme de la part des attaquants. Et Grand gardien quand même aussi, l'entrée de avec un Boucher gardien. dans les Oui, buts. je sais, je me souviens. Oui, un peu des deux. Grand gardien, un peu de maladresse de notre part, d'inefficacité, on peut l'appeler un peu comme on veut, mais manquer de pénalty, ça paraît surréaliste. Mais à l'issue de ce match, même si c'était le premier qu'on l'avait perdu, je me suis dit, on est sur le bon chemin. Parce qu'on ne peut pas rééditer ce genre de prestations sans être jamais récompensé. Donc c'est ce qui s'est passé progressivement. Mais je trouve que ce chiffre de 13e défense doit nous amener à réfléchir sur la manière de procéder. Elle ne changera pas dans l'esprit, c'est-à-dire qu'on cherchera toujours à jouer pour marquer des buts, mais il faut qu'on arrive quand même à avoir une assise défensive qui nous permette justement de pouvoir produire du jeu et jouer le plus souvent pour marquer des buts. Et donc Yann, le SCO interdit de recrutement, le SCO rétrogradé, un nouveau coach avec une nouvelle ambition dans le jeu et une phase allée qui se passe très bien. Une phase allée qui se passe bien, mais en même temps, Sauf s'il manquait quand même certains points qui auraient peut-être mis le SCO peut-être dans le top 3 même. C'était pas étonnant, et Stéphane Moulin l'a dit, vu la qualité du groupe, vu la saison qui a été réalisée l'an passé. De toute façon, on n'était pas inquiet là-dessus, et finalement, cette première partie de saison, elle était dans la continuité de la saison d'avant. Donc là-dessus, je pense que c'était pas une grande surprise de voir ce bon début de championnat. Et donc là, Stéphane, arrive Noël au plus mauvais moment. Ça arrive, c'est tout le temps le 25 décembre, mais là c'est le plus mauvais moment pour Rogesco, Noël. Oui, au plus mauvais moment, je sais pas. En tout cas, effectivement, on peut penser que la coupure nous a fait du mal. Mais d'un autre côté, je me dis que non, parce qu'on attaque par un match contre Monaco, qu'on gagne 4-3, avec des fautes défensives. Un match fou. Mais avec des buts et de nombreuses occasions, un football toujours aussi pétillant, dynamique, à l'image de ce qu'on souhaite faire. On enchaîne derrière à Nantes avec un match de haute qualité. C'est peut-être le match le plus maîtrisé qu'on ait réalisé à l'extérieur. C'est le tournoi. Je pense. Parce que si ce match-là... Au bout de 45 secondes, c'est qu'Echero la met au fond. Ouais, et puis il y a Charbonnier en deuxième mi-temps 1-1. Enfin bon, on a tellement l'opportunité, on les a tellement dominés dans le jeu, et on nous a tellement vus, et eux pas, que repartir avec cette défaite, ça pose déjà les bases de se dire est-ce qu'on est sur la vérité, ou est-ce qu'il faut faire attention. Et j'ai pris le pari qu'on continuerait à jouer, qu'on continuerait de gagner en jouant. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? 10 matchs sans victoire. Mais après, on a un match 3. Parce qu'en fait, on oublie de dire qu'à la reprise, on enchaîne 4 matchs en 12 jours. Et qu'on n'a pas l'effectif pour ça. On perd Jérémy Hénin, on n'a pas encore recruté Marc Zoro. Ouais, mais après Nantes, est-ce que tu fais ton autocritique? Parce qu'après Nantes, en conférence de presse, tu dis que tu as marché sur cette équipe et l'équipe angevine a été largement plus forte. J'étais présent. A été supérieure, mais peut-être pas autant marché dessus parce que. Non, pas réaliste surtout. J'ai pas dit marcher dessus, j'ai dit qu'on a rarement dominé une équipe comme ça en perdant un match. Et que j'aimerais bien, ça s'inverse. Et que j'aimerais bien qu'une fois on soit dominé comme ça et qu'on arrive à le gagner. Voilà, c'est ça que j'ai dit. Et je le pensais sincèrement maintenant. On enchaîne 3 jours après par un match chez nous contre 3. Et on est mené 3-0 au bout d'une demi-heure de jeu avec des grosses erreurs individuelles. De nouveau. Et là, difficile quand c'est votre gardien, votre capitaine, votre joueur de vestiaire, votre pilier de l'équipe. Donc là, ça devient compliqué parce qu'il arrive, après cette défaite qui était une victoire sur le jeu, mais une défaite sur le plan comptable, et derrière arrivent des doutes
des doutes individuels, et là, des nouvelles bases sont posées qu'on n'a pas vécues au cours de la première partie. Et si tu pouvais faire un retour sur le passé, est-ce que tu changerais quelques petites choses sur le secteur défensif? Parce que là, ce match contre 3, il est incroyable. Vous perdez 3-2 et une superbe deuxième mi-temps, mais la première mi-temps... C'est des erreurs individuelles, donc après il y a des choses qui sont au-delà aussi Ouais, mais elles ont été Stéphane Moulin. répétitives sur la phase allée. Oui, mais le problème, vous savez, je crois que quand il y a un souci collectif, je ne vais pas dire qu'il est facile à régler, mais on travaille pour le régler. On met le doigt sur ce problème-là et on travaille. S'il faut passer du temps, on passe du temps. Je dirais que ça ne me pose pas de souci. Le problème, il devient important et grave, et certaines fois insoluble, quand c'est des erreurs individuelles, parce que ça passe d'un joueur à un autre, et qu'une fois c'est l'un, une fois c'est l'autre, et qu'à un moment donné, c'est compliqué, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer une minute avant, une minute après. Ça nous tombe dessus et on n'y est pas préparé. Donc Romain, tournant la saison, il y a Nantes et il y a Amiens, là où vraiment Angesco touche le fond. Cette défaite à Amiens, où limite le SCO a relancé cette équipe picarde qui se voyait normalement après ce match pratiquement condamnée. Amiens, Lanterne Rouge, championnat à l'époque. Et évidemment, le SCO, on pensait tous que le SCO allait enfin retrouver le goût de la victoire. Toujours à la recherche de cette première victoire. Et là, que nenni, une défaite contre Amiens, et là je pense que le ciel s'effondre sur la tête de Stéphane Moulin. Il s'est passé des choses mardi soir, après le match à l'hôtel. Non, il ne s'effondre pas, parce que s'il s'était effondré, c'était la catastrophe. Je pense que 3 jours après, on n'était pas capable de faire le match qu'on a fait à Sedan, mais je ne m'attendais pas du tout à ça. Je ne m'attendais pas du tout à ce niveau de jeu, parce que même quand on n'a pas été bon, qu'on a perdu, on n'a jamais été aussi mauvais que ce qu'on a été à Amiens. Avec 2 expulsions, on joue le match à 9, enfin bon, tous les symptômes d'une équipe qui va pas bien et qui va descendre. Donc après ce match, c'est prise de conscience, explication, les yeux dans les yeux, à cœur ouvert. Et là, il se dit des choses à la fois importantes et déterminantes pour la suite. Et il y a eu une remise en question aussi de votre part, Stéphane Moulin, après ce match? Complètement, obligatoirement. Je pense que... on vous a senti souffrir à cette époque-là. Hein. Ouais, parce qu'on est dans cette mauvaise série de matchs sans victoire et qu'on vient de perdre un match important parce qu'on avait besoin de ces points-là pour sortir un petit peu de cette zone dangereuse. On perd chez un concurrent direct qui n'avait pas gagné depuis longtemps. Enfin bon, tout va mal. Tu as changé des choses dans ton management? Un management Non. Non. Non, par contre, on est allé au bout des choses, on est allé au bout des idées et remise en question, oui, mais pas de changement dans la philosophie de jeu, parce que je pensais avec mon staff que c'était par le jeu qu'on allait s'en sortir. Alors aujourd'hui, c'est facile de le dire parce que ça se termine bien. Tu l'as toujours clamé haut et fort. Mais au moment où on le dit, il faut vraiment avoir une grande croyance en ce qu'on fait. Et Nico, donc le SCO perd 2-0 à Amiens, et là on se dit, il y a Sedan qui arrive, ça va être compliqué, et là le SCO prend le point du match nul, pouvait même l'emporter à Sedan. Pour moi, il y avait eu un peu plus de chance. Et c'est vrai que cette année, il a quand même manqué ce paramètre chance. Pour moi, ce match contre Amiens est déterminant pour l'équipe du SCO, parce qu'effectivement l'équipe s'est reprise, mais je dirais qu'elle est déterminante pour la carrière de Stéphane Moulin en Ligue 2, parce que je trouve que l'équipe, on a vu, les joueurs se sont parlé après, mais il n'y a pas eu de critique faite, on a vu que le groupe n'avait jamais lâché le coach. Et je pense que quand on sort comme ça d'une période de 10 matchs qui sont vraiment pas bonnes du tout, on se dit que le SCO, alors que on sait qu'il y a de la qualité dans ce groupe, on voit que l'équipe peut descendre, voir un groupe aussi soudé et derrière réussir à fédérer et à garder ce groupe et à rebondir, je pense que là, de ce côté-là, j'ai envie de dire que Stéphane Moulin, encore plus que son début de saison, a prouvé que c'était un coach, c'est pas pour vous faire un jeu, mais c'est vrai que vous venez de la CFA, qui avait largement sa place en Ligue 2, et je pense qu'il a gardé la place pour le coup, et il avait du talent, et je sais pas comment vous l'avez vécu, mais c'est vrai que moi, quand on voit du coup après la fin de saison, on voit comment finalement le groupe a eu la relation avec Stéphane Moulin, je pense que pour le coup, un coach s'est imposé, et pour tous les sceptiques, on peut se poser des questions quand un nouveau coach qui arrive, un coach jeune. Moi, je pense que c'est un tournant en tout cas dans sa carrière, et je pense qu'il s'est passé quelque chose dans crédibilité. Stéphane en mars 2012, là, cet épisode d'Amiens, et après c'est le retour des bons résultats, à part le but de Champions League de Diego à Tours. Oui, mais bon, vous savez, c'est l'apprentissage. Moi, j'ai toujours dit que je démarrais, effectivement, il y a des sceptiques, c'est tout à fait logique. Comment savoir, hormis les gens qui croient en moi et qui m'ont installé à ce poste-là, comment convaincre uniquement par le travail et par les résultats. Donc, quand les résultats ne sont pas là dans un championnat professionnel,
eh bien, on vous dit simplement que c'est bien, mais c'est pas suffisant. Le coach est le premier fusible, et là, le fait d'avoir réussi à se relancer comme ça, je pense que pour vous maintenant, ça doit quand même être une certaine assise auprès du président, mais même auprès des autres joueurs. Tout à fait, mais je pense que, et je le dis là devant tout le monde, j'ai eu la chance, je l'ai déjà dit, j'ai eu la chance de vivre cette expérience à Angers, dans un club soudé, avec des gens, pour moi, intelligents et patients. Et que peut-être dans un autre club, j'aurais pas fini la saison. Peut-être qu'en finissant pas la saison, le club se serait sauvé quand même. Mais aujourd'hui, je ne peux que remercier notamment 2 personnes qui sont à la base de tout, c'est surtout Olivier Piqueux et le président Saïd Chaban, qui à aucun moment ne m'ont montré ni de l'impatience, ni un quelconque doute. Ils ont toujours fait confiance. Ils m'ont toujours fait confiance à moi et à mon staff. Donc voilà, je tiens à les remercier parce qu'une carrière d'entraîneur, ça se joue peut-être à des moments comme ça. Et le SCO donc s'est redressé après Amiens et donc a fini à une 11e et honorable place, finissant également 13e défense, 9e attaque. Il est 19h21 dans le magazine L'équipe du lundi et ce soir, le dernier invité de l'année c'est Stéphane Moulin, parce que la semaine prochaine ce sera une émission spéciale bilan de chaque club. Quand on revient un petit peu sur la saison, on parle également du groupe. Alors, c'est vrai que beaucoup d'entraîneurs, j'ai jamais entendu un entraîneur dire que son groupe était barré et que ça se passait très mal. Mais vous, Stéphane, vous avez souvent dit que le groupe était très très sain et qu'il y avait vraiment une joie de vivre ensemble. C'est vrai qu'il a une grande valeur, je l'ai toujours dit, hein, il a une grande valeur humaine. Et là aussi, quand je parle de chance de démarrer avec un groupe comme ça, c'est important. J'ai pas de tordu dans ce groupe-là, aucun, donc c'est important. Chacun a essayé d'apporter avec ses capacités et ses qualités sa pierre à l'édifice. Et je pense que ce qui fait d'abord la force de ce groupe-là, c'est sa mentalité et son état d'esprit. C'est important dans les moments comme on a vécu, où il faut aller chercher au fond de soi-même, il faut bagarrer pour un club. J'ai pas vu un joueur qui a bagarré pour lui. Et il y a un grand joueur qu'on a reçu il y a 3 semaines, Grégory Maliki. On ne le présente plus son CV, il a fait de nombreux matchs en Ligue 1 en Champions League. Et lui, il était en plein cœur de la tempête. Et c'est vrai qu'il a fait des erreurs un peu inhabituelles, même je pense, au fil de sa carrière. Ça a été dur à gérer ça quand Greg vous demande à la fin du match je ne veux plus jouer pendant peut-être 2. Parce qu'il y a des joueurs hein, qui. Alors, c'est vrai qu'avec leur ego, peut-être, des fois ils veulent tout de suite avoir une deuxième chance et rester dans les buts. Mais comment ça a été pour gérer ce joueur? C'est important d'avoir une relation de confiance avec les joueurs et surtout avec les joueurs cadres et avec mes relais. Grégory en est un tout particulier puisqu'il est le capitaine de l'équipe et il me semblait important d'abord de le protéger. Voilà, donc si j'ai souhaité... Vous n'avez vraiment jamais hésité? Ah non, il n'y a pas un matin on se lève, on dit peut-être que... Non, parce Alexandre que Gélier qui fait du bon travail. Non, parce que je l'ai suivi l'année dernière, j'ai vu son investissement dans le groupe, j'ai vu son travail à l'entraînement et qu'il a été dans une mauvaise passe. Qui n'a pas une mauvaise passe dans sa vie à un moment donné dans le milieu professionnel? L'essentiel pour moi après ce match de 3, on allait jouer en Coupe de France 3 jours après à Quevilly. L'idée c'était surtout pas de lui mettre la tête sous l'eau. Donc je lui ai demandé de prendre un petit peu de recul sur ces 4 jours, de faire le point un petit peu, de partir, d'oublier un peu le football et de revenir plus fort. Voilà, c'était un choix, je pense qu'il était bon, pas parce que je l'ai fait, mais derrière je pense qu'on a vu une fin de saison de Grégory Maliki qui correspond à notre bonne période. Et on a besoin d'un bon gardien. Et c'est là que mes chroniqueurs ne se cachent pas comme Romain avec cet épisode de Maliki. Toi, tu voulais qu'il soit sorti du groupe. Parce qu'au bout d'un moment, c'est vrai qu'au bout des 3 mois, c'est compliqué parce que Grégory Maliki a vécu 3 mois, vraiment 3 mois d'enfer. Et c'est vrai qu'on se dit qu'on se met à la place. S'il avait été défenseur, vous l'auriez changé, vraisemblablement. Je peux pas répondre à cette question. On sort pas un joueur parce qu'il se trouve. On sort un joueur parce qu'à un moment donné, on a le sentiment qu'il n'est plus au niveau ou qu'il n'a plus la confiance de ses partenaires. Voilà, c'est les raisons qui pourraient m'amener à faire des changements. En l'occurrence, Greg, à ce moment-là, j'ai pas la sensation qu'il a plus la confiance de ses partenaires. Ses partenaires essayent de l'aider. Je pense à Malik Couturier, je pense à Jérémy Hénin, à Marc Zorro, même Jérémy qui n'est pas dans le groupe. Tout le monde essaye de remettre Greg à flot. Donc je me dis, l'enlever, c'est enlever un petit peu d'âme à l'équipe. Voilà, il faut savoir qu'un joueur, certaines fois un peu moins bien, avec la confiance qu'il a de ses partenaires, peut être meilleur qu'un joueur qui est très bien. Parce que chaque joueur a une place dans le groupe. Et le plus important, c'est que le groupe soit fort. Mais on en a vu des gardiens sauter pour moins que ça.
Oui, mais bon, après, voilà, je dis pas que j'ai fait le bon choix, je dis juste que c'est mon choix aujourd'hui, et Au final, c'était bon. et qu'aujourd'hui, il faut, en tout cas chez les joueurs, et après, voilà, c'est mon choix, je le respecte, je me serais trompé, je l'aurais assumé. Aujourd'hui, je pense que ça a été le bon choix et dans la situation où on était, lancer un garçon comme Alexandre Letellier, puisque vous en avez parlé, au moment où il fallait le lancer Je parle d'Alexandre Letellier, qui fait du bon travail, Voilà, il a été prolongé, il va devenir numéro 2, vous le Voilà, confirmez Stéphane? Tout à fait. Il sera numéro 2 la prochaine, Tout à fait. derrière, Avec- devant Godu. Et là aussi, de la part de Greg Maliki, préparer Alexandre Letellier pour devenir le numéro 1. Ça veut dire qu'il est possible que dans la saison, les rôles s'inversent. Et Greg est là, il va démarrer évidemment s'il est bien, parce qu'il n'y a pas de passe droit. Mais l'idée, c'est quand même de le conserver pour qu'il essaye de redémarrer bien la saison et surtout de préparer Alex Letellier à ce rôle de numéro 1. Yann, avant de passer à la question Facebook au téléphone en direct, ta parole. Concernant Grégory Maliki, non, je pense que. Je crois que tu voulais rajouter quelque chose. Non, je voulais simplement dire que c'est vrai qu'à ce moment-là, c'est vrai que Greg n'a pas forcément non plus été épargné par les critiques. Il fallait, je crois, acheter le quotidien, enfin les quotidiens le matin pour s'en apercevoir. Donc c'est vrai que c'est compliqué, surtout que bon, on sait qu'aujourd'hui dans le football, les gens sont très impatients, y compris les supporters, les premiers. C'est vrai que même s'ils sont là pour soutenir, on entend souvent des noms d'oiseaux ou ce genre de choses. Les gens et les supporters ont la mémoire courte parfois, et c'est vrai qu'effectivement, nous aussi, dans l'équipe du lundi, on a émis des doutes par rapport On se posait la question, Grégory Maliki. on posait pas la question sur son talent, mais on se disait pour la Non, dynamique de l'équipe. parce qu'on sait qu'il a du talent. Moi, je me rappelle d'une image qui m'a fait sourire. C'est juste après ce match contre Monaco. Le match était retransmis sur Eurosport. Il y a Greg Maliki qui est interviewé dans le vestiaire et qui en rigole d'ailleurs de sa bourde. Il dit ça m'est jamais arrivé dans ma carrière. Voilà, le ballon il passe entre mes bras, il passe entre mes jambes. Voilà. Mais finalement, je pense que c'était le meilleur moyen d'avancer et d'aller mieux pour Greg Maliki, c'est finalement d'en rigoler et pour pouvoir retrouver son niveau. Juste une petite remarque par rapport à ça. Ce qui me fait le plus plaisir par rapport à Greg, c'est son dernier match contre Boulogne, où les gens qui l'ont sifflé 2 mois avant scandent son nom pendant tout le match parce qu'il a multiplié les parades. Contrairement à Gaëtan Charbonneau, on en parlera également. Voilà, avec les donc anciens. aujourd'hui, Gros capitaine en gestion. la réponse, et j'étais sûr, si je le laissais, j'étais sûr qu'il allait la donner sur le terrain. Merci Stéphane. On va passer tout de suite à la question de l'auditeur, la question sur Facebook, où on proposait donc à nos participants sur Facebook de poser une question ouverte à Stéphane Moulin. Et ce soir, et cette semaine, c'est Sylvain Melloré qui a remporté la palme pour poser une question directement à Stéphane Moulin. Salut Sylvain. Salut à tous. Bienvenue dans le magazine L'équipe du lundi et Stéphane Moulin est avec toi et écoute avec attention ta question. Très bien. Bonsoir à tous. Alors ma question, Monsieur Moulin, vous aviez dit en début de saison, on n'est pas meilleur que les autres, mais on n'est pas moins bon. Le score finit 11e avec autant de victoires que de défaites. Cela reflète donc vos propos. Dans cette Ligue 2 très homogène, pensez-vous aujourd'hui que le score aurait pu tout aussi bien atteindre la 3e place, tout comme la 18e? Oui, je pense que les deux situations auraient pu nous arriver. Pour être 3e, je pense qu'il aurait fallu avoir un facteur chance tout autre que celui qu'on a eu, parce que je ne vais pas énumérer tous les matchs qu'on a ou tous les points qu'on a laissé échapper dans les 5 dernières minutes. On a manqué 5 pénaltys, alors c'est aussi un petit peu notre faute, parce que voilà, c'est nous qui les avons manqués. Mais c'est vrai qu'on n'a pas eu une saison où on a bénéficié énormément de réussite, si ce n'est le match de Boulogne chez nous, le dernier, qu'on a gagné 2-1, qu'on aurait pu faire match nul ou perdre. Le reste, pour les matchs qu'on a gagnés, je pense qu'on a toujours mérité nos victoires. Quant à finir 18e, aujourd'hui, j'aurais mauvaise grâce de dire le contraire, parce que aujourd'hui, tout est bien qui finit bien, mais vous savez, je suis quelqu'un je pense, de modeste et d'humble à la